Bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu un premier type de défaillance de marché, donc de situation où le marché ne fonctionne pas correctement, les externalités. Les conséquences prises sur les marchés ont des décisions sur des acteurs extérieurs au marché qui donc ne sont pas prises en compte par les acteurs qui sont présents sur le marché et du coup le marché produit trop ou pas assez par rapport au niveau idéal souhaité par la société. On va maintenant, dans cette vidéo, s'intéresser à un deuxième type de défaillance de marché, les biens collectifs et les biens communs. En réalité, même deux types de défaillance de marché. On va commencer par se demander pourquoi, en présence de biens et de services collectifs ou en présence de biens communs, les marchés ne sont pas efficaces. Pourquoi, face à ce type de produit, les marchés n'arrivent pas à atteindre un niveau de production qui soit optimal pour la société. Pour ce faire, il faut expliquer ce que sont les biens et services collectifs et ce que sont les biens communs. Quelles sont les caractéristiques de ce type de produit qui les empêchent d'être produits de façon optimale par des marchés concurrentiels ou non concurrentiels d'ailleurs. Et pour comprendre ces caractéristiques, il faut revenir sur deux caractéristiques importantes des biens et services privés ordinaires qui sont échangés sans problème sur les marchés. Le fait que ces produits sont excluables et rivaux. Alors, si on commence par des produits excluables, ça signifie que si vous n'avez pas payé pour profiter de ce produit, vous ne pouvez pas en profiter, vous ne pouvez pas le consommer, vous ne pouvez pas l'exploiter, en tout cas pas légalement. Donc, si vous voulez acheter quelque chose dans un supermarché, vous devez payer, et si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas en profiter légalement. Ensuite, le fait que ce soit donc des produits rivaux. Ça signifie que plus vous consommez de ce produit, plus vous l'exploitez, moins il en reste pour les autres. Typiquement, si vous faites vos courses de Noël et vous achetez plein de jouets, plein de vêtements, plein de chocolat, etc., il va en rester moins dans le magasin pour les autres consommateurs et les autres consommatrices. Voilà, plus vous consommez, moins il en reste. Ça, c'est la partie rivale. Et pour pouvoir consommer, il faut payer. Ça, c'est la partie excluable. À côté de ces biens privés ordinaires, qui sont donc excluables et rivaux, vous avez d'autres types de produits qui ne correspondent pas totalement à ces caractéristiques, qui sont donc soit non excluables, soit non rivaux, voire même les deux. Et cela peut poser des problèmes et des défaillances de marché, et empêcher que ces produits soient échangés de façon correcte sur un marché, sans intervention de l'État en tout cas. Alors, ce n'est pas toujours le cas. On va évoquer rapidement la situation des biens clubs. Ce sont des produits excluables, donc on peut garantir l'accès à ces produits à des personnes qui ont payé, mais c'est non rival, donc ça signifie que le fait que quelqu'un consomme beaucoup de ce produit ne limite pas les possibilités de consommation pour quelqu'un d'autre. Typiquement, c'est tout ce qui est produit qui est lié à un abonnement, notamment sur les abonnements Netflix par exemple. C'est un très bon exemple parce que vous êtes obligé de payer pour regarder des films et des séries sur Netflix, ou en tout cas d'avoir les codes de quelqu'un qui a payé. Mais le fait que vous regardiez beaucoup de films ou beaucoup de séries sur Netflix ne va pas faire qu'il y a moins de films, moins de séries disponibles sur Netflix. Donc c'est excluable. Si vous n'avez pas payé, vous ne pouvez pas accéder à ce produit, mais c'est non rival. Le fait que vous regardiez beaucoup de films n'empêche pas les autres de regarder aussi beaucoup de films. Donc là, du coup, il n'y a pas vraiment de problème pour être échangé. C'est par contre lorsqu'on regarde des produits qui sont non excluables que là, ça se complique. Alors, je vais commencer par la situation des biens collectifs. Donc, ce sont des produits non excluables, donc on ne peut pas garantir l'accès à ces produits uniquement aux personnes qui ont payé. Tout le monde peut en profiter sans avoir payé. Donc, logiquement, vous n'avez pas intérêt à payer. Pourquoi payer pour quelque chose que vous pouvez avoir gratuitement ? Alors, on peut rajouter accessoirement que c'est non rival, donc finalement le fait que vous en profitiez ne réduit pas les possibilités de consommation pour quelqu'un d'autre, mais ça pose pas de problème. Ce qui pose vraiment problème, c'est le caractère non excluable, car vous avez forcément des phénomènes de passagers clandestins. Tout le monde va se dire, je ne vais pas payer pour ce produit puisque je peux en profiter gratuitement, personne ne va payer, et ce produit ne va pas être financé, ne va pas exister. Donc là, on va voir ensuite sur les solutions qui peuvent être apportées, mais on a ce problème de les biens collectifs, c'est non excluable. Vous avez des passagers clandestins qui profitent du produit sans payer, et donc le produit n'est pas financé, en tout cas pas correctement.
Ensuite, vous avez les produits, donc les biens communs, qui sont non excluables aussi. Donc toujours cette idée que tout le monde peut en profiter sans avoir payé. Et là, autre complication, ils sont rivaux. Donc non seulement tout le monde a intérêt à en profiter sans payer le plus possible, mais en plus, plus vous en profitez, moins il en reste pour les autres. Donc typiquement, les bancs de poissons, on ne peut pas dire, enfin c'est compliqué et c'est pas vraiment appliqué, même si on pourrait en réalité essayer d'appliquer quelque chose, mais il n'y a personne qui n'est propriétaire des bancs de poissons. Hein. Dans la mer, ils se déplacent comme on veut. On ne peut pas dire, bon, ça c'est mon poisson et donc uniquement, enfin si vous voulez pêcher ce poisson, il faut me payer. Ça c'est pas possible. On ne peut pas dire non plus, je suis propriétaire de ce bout de mer et donc si vous pêchez là-dessus, vous devez me payer. Enfin, en tout cas, les poissons se déplacent, donc finalement, ça servira à rien. Ça, éventuellement, ce serait envisageable. Donc du coup, parce que les bancs de poissons sont inexcluables, les pêcheurs et les pêcheuses ont intérêt à en profiter et à pêcher le plus possible, puisque de toute façon, à partir du moment où ils ont le droit de pêcher, qu'ils pêchent un peu ou beaucoup, c'est la même chose. Donc ils ont plutôt intérêt à pêcher beaucoup pour gagner beaucoup d'argent ensuite en vendant ces poissons. Le problème, évidemment, puisque les poissons sont un produit rival, c'est que plus on pêche de poissons, moins il en reste pour les autres, et par conséquent, jusqu'à un moment où la ressource est totalement épuisée et où il n'y a plus du tout de poissons dans la mer. Donc voilà, si on résume deux types de produits qui posent problème et qui causent des défaillances de marché, les biens collectifs qui, à cause de leur caractère non excluable, risquent d'être sous-financés, et les biens communs qui, à cause à la fois de leur caractère excluable et de leur caractère rival, risquent d'être surexploités et de disparaître. On va maintenant voir comment résoudre ce, ou plutôt ces problèmes, comment permettre que ces biens collectifs et ces biens communs soient produits et exploités correctement. Donc pour ce faire, on va commencer par la question des biens et des services collectifs, avec le problème qui se pose, c'est comment financer correctement ces biens et ces services collectifs, puisque tout le monde peut en profiter sans avoir à payer, puisque ce sont des produits non excluables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va forcer les gens à payer pour ces biens et ces services collectifs en disant, on ne peut pas savoir si vous allez en profiter, peut-être que vous allez payer alors que vous n'allez jamais profiter de ces biens et de ces services collectifs, mais voilà, on vous force à payer et comme ça, on trouve l'argent pour financer ces biens et ces services collectifs. Donc ça, c'est la question des impôts. Justement, on vous force à payer des impôts et finalement, le fait que vous payez beaucoup ou peu d'impôts ne va pas avoir d'impact sur la possibilité d'accès aux biens et services collectifs, en l'occurrence aux biens et services publics. Et à l'inverse, même le fait que vous profitez beaucoup d'un service public ne va pas empêcher, ne va pas avoir un impact sur vos impôts. Donc voilà, il n'y a pas de lien entre ce que vous payez et ce que vous consommez, comme c'est le cas normalement sur un marché ordinaire. Là, c'est puisque vous pouvez consommer beaucoup sans payer, on vous force à payer et ensuite, grâce à cet argent, grâce à l'argent des impôts, on finance les biens et les services collectifs. Pour les biens communs, il faut donc réglementer l'exploitation de ces biens communs et ça peut se faire de différentes façons, mais il faut que l'État intervienne, finalement comme pour les biens collectifs où il fallait que l'État intervienne pour assurer le financement de ces biens et de services collectifs, il faut que l'État intervienne pour s'assurer que ces biens communs ne soient pas surexploités et ne disparaissent pas. Donc ça peut être avec des quotas, par exemple, on peut fixer des quotas de pêche en disant vous n'avez pas le droit de pêcher plus que telle quantité, ce qui permet du coup de rendre ces biens communs en quelque sorte excluables à nouveau. Après, cette réglementation n'a pas forcément besoin de venir de l'État. Elle peut aussi se faire simplement par des accords entre les personnes concernées, entre différents pêcheurs d'une certaine région qui se mettent d'accord sur un niveau de pêche qui est correct, qui permet justement aux poissons de se maintenir et en même temps aux pêcheurs de vivre correctement et justement de trouver ce compromis, ce qui peut être plus facile d'ailleurs que si c'est l'État qui intervient de façon extérieure, et du coup limiter la quantité de pêche. On pourrait aussi imaginer un système de réintroduction de droits de propriété où vraiment on rendrait du coup ces produits à nouveau exploitables pour dire bon voilà, si vous voulez pêcher beaucoup, vous devez payer beaucoup. Donc finalement, peu importe que ce soit un système de droits de propriété comme sur un produit privé ordinaire qui serait échangé sur un marché,
que ce soit une intervention de l'État ou un accord qui est trouvé au niveau local, ça, c'est un moyen de finalement rendre excluables ces produits qui, par nature, ne le sont pas trop, et du coup de limiter les possibilités d'exploitation de ces produits pour limiter leur pour justement faire en sorte qu'ils ne soient pas surexploités et qu'ils ne disparaissent pas.